Mais d'abord, la crise sanitaire. Vous l'avez vu, un nouveau conseil de défense sanitaire a été annoncé pour lundi. 8 cas de variant Omicron ont été détectés sur le territoire. De nouvelles mesures sont à l'étude, a dit hier Jean Castex. Est-ce qu'il en faut et lesquelles ? Je vais vous le dire tout net, que les choses soient bien claires. C'est ce que je dis ici au Sénat depuis le début de cette crise et depuis ce pass sanitaire. Je suis contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale qui ne dit pas son mot mais qui y ressemble chaque jour un peu plus. Les libertés fondamentales sont piétinées au nom d'une protection sanitaire des Français. Or, on voit bien que ce qui nous est imposé depuis de nombreux mois, des restrictions de liberté et ce vaccin, eh bien, j'allais dire, mène dans une impasse. On en est à la 5e vague, donc à la 3e dose, et puis il y aura la 4e dose, et puis la 5e dose. Combien de doses comme ça? Donc on voit bien que cette voie qui a été prise par le gouvernement est un échec. Le pass sanitaire est un échec. Est-ce que le pass sanitaire, c'est pas ce qui nous permet de ne pas confiner, donc de ne pas arrêter l'économie? Moi, ce que je vois, prenons un exemple concret. Vous prenez un président de région, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, le représentant d'Emmanuel Macron désormais. Eh bien voilà un Renaud Muselier qui a été vacciné, qui a reçu ses 2 doses et qui a contracté à nouveau la maladie et qui a contaminé une douzaine de personnes autour de lui, qui étaient d'ailleurs, je crois, elles aussi vaccinées. Ce qui prouve donc bien que le vaccin n'est pas aussi efficace qu'on le prétend. La vérité, c'est que et moi qui ne suis pas vacciné, je n'ai contaminé personne. Moi, vous n'êtes pas vacciné. Vous ne voulez pas le faire. Je fais des tests. Non. J'estime parce que je n'ai pas encore un âge qui correspond à une comorbidité. Je ne suis pas en surpoids. Je n'ai pas de problème respiratoire. Je suis donc pas tout à fait protégé, mais je ne me sens pas concerné par un danger immédiat concernant ce virus. Je fais attention. Est-ce que le vaccin, c'est pas la seule solution à l'heure actuelle pour se sortir de cette crise? Mais il y a en tout cas, pour éviter que la vague soit trop importante, notamment dans les hôpitaux. Il y a plus de 50 millions de vaccinés et on apprend que la 4e, la 5e vague est plus forte que la précédente. Donc ce vaccin est inefficace manifestement. En tout cas, il n'est pas aussi efficace que ce qu'on nous l'avait dit. Nous avions dit avec le vaccin, il n'y aura plus de problème. Quand tout le monde sera vacciné. Là encore, on nous a menti. Ce gouvernement ne cesse de mentir depuis le début de cette crise. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait encore quelques millions de Français qui ne lui fassent pas confiance. Est-ce que déjà, s'il protège des formes graves et qu'il évite d'engorger les hôpitaux, c'est pas déjà une première bonne réponse? Alors si c'est une raison économique, il faut nous le dire. Si c'est parce que l'on n'a toujours pas... L'engorgement des hôpitaux, ça peut provoquer un tri des patients, ça peut provoquer des décès. Nous en sommes au début de la 5e vague et j'ai appris que l'hôpital, l'un des plus grands hôpitaux de Paris, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ses urgences sont déjà très tendues. C'est quasiment surchargé alors qu'on en est au début de la 5e vague. Qu'a fait le gouvernement depuis le début de cette crise en matière d'investissement dans l'hôpital? Rien. Il avait promis qu'il le ferait et il ne l'a pas fait. Au contraire, il a, je dirais, menacé les infirmières, le corps médical. En cas de non-vaccination, ils seraient suspendus, sinon licenciés. En tout cas, ils n'auraient plus de salaire. Alors que c'est eux qui tiennent l'hôpital à bout de bras, comme si on pouvait s'en passer. Il faudrait au contraire embaucher, ne pas les obliger à être vaccinés, à se tester. C'est beaucoup plus protecteur et à se tester gratuitement. Parce qu'un test toutes les 24 heures désormais, non remboursé, c'est un véritable racket qui est fait aux Français. Donc il faut libérer le pays, il faut le libérer, il faut continuer à être, je dirais, dans la prévention, dans l'information, dans l'explication. Les Français ne sont pas suicidaires. Ils ont appliqué toutes les mesures qu'on leur a demandé d'appliquer depuis le début. Ils ont été extrêmement disciplinés. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc il faut investir dans l'hôpital. Quand il y a un nouveau variant, eh bien, il faut fermer les frontières. Il faut investir dans un traitement. On voit bien encore une fois que ce vaccin ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas aussi bien que ce que nous l'avait dit. La ligne qui a été prise par ce gouvernement est un échec cuisant. Ce n'est pas aux Français à en supporter les conséquences. On connaît désormais l'affiche du second tour de ce congrès. C'est Éric Ciotti qui est arrivé en tête hier. Il affrontera Valérie Pécresse. Ça vous a surpris? Ah oui, ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'ait remercié. Et je remercie pour son soutien. Il a fait un lapsus le sénateur Stéphane Ravier. Oui, c'était un lapsus. Il a confondu Julien Ravier et vous-même. Un lapsus révélateur. Peut-être espérait-il que je le soutienne, ce qui n'est pas le cas, parce que je connais Éric Ciotti. Alors moi, je suis content qu'un sudiste
les remporter sur une Parisienne et sur le Nordiste. Mais au-delà de ce clin d'œil géographique, Éric Ciotti, il a des positionnements intéressants, mais il a des positionnements, c'est-à-dire qu'il varie. Au premier coup de Mistral, il se repositionne. Il avait dit qu'il ne voterait pas pour Renaud Muselier à l'occasion de ces élections régionales, et puis finalement, il a voté Renaud Muselier. Il doit peut-être s'en mordre les doigts aujourd'hui, mais donc il n'a pas voté Thierry Mariani, qui était bien placé pour le battre. Alors, Monsieur Ciotti, il est intéressant, mais je crois que... Mais vous trouvez des similitudes, vous, avec Éric Ciotti ? Oui, bien sûr. Il nous rejoint régulièrement sur nos positionnements, sur nos analyses, voire même sur nos propositions, mais surtout en période électorale. Ça, le problème, c'est qu'il tient... C'est-à-dire, parce que lui, il a fait campagne sur ses convictions, sa fidélité au parti, sa fidélité à ses convictions. Pour vous, c'est quoi? Ça varie en période électorale? Moi, j'attends de lui une cohérence, et lorsqu'il sera battu ce soir... Parce que je pense qu'il le sera, oui. Je pense que le parti LR, qui est en pleine macronisation avec une Valérie Pécresse, qui, comme Renaud Muselier, dans sa majorité régionale, compte de nombreux élus macronistes. Bon, donc je pense qu'il sera battu, et s'il est cohérent, eh bien, il devrait, sinon quitter les LR, en tout cas annoncer son soutien à une candidate, non pas Valérie Pécresse, mais Marine Le Pen. À ce moment-là, il serait cohérent. Je pense que ses électeurs attendent cette clarification et cette cohérence. Il a dit qu'il n'a jamais quitté son parti, qu'il restera fidèle à son parti et qu'il soutiendra la candidate, en l'occurrence, puisque s'il perd, c'est une candidate qui sera élue. Est-ce que c'est pas ça la cohérence? Il préfère son parti à la France. Il préfère son parti aux Français. Il préfère son parti, ou il préférerait son parti à ses convictions. Ça veut dire que Valérie Pécresse, si elle gagne, elle ne défend pas les Français? J'ai entendu, il a déclaré que son programme était le seul qui soit une alternative. Donc, ce qui veut dire que le programme de Valérie Pécresse n'est pas un programme alternatif, et qu'il correspond peu ou prou à ce qui nous a été infligé aux Français depuis 30 ans. Elle a été ministre, Madame Pécresse, on le sait, de Nicolas Sarkozy. Donc elle partage le bilan calamiteux de l'ancien président, et elle ne changera pas de ligne politique. Et le soir du premier tour, si c'est Madame Pécresse qui est élue et qui représentera LR, le soir du premier tour des élections présidentielles à 20h01, elle se précipitera sur les plateaux pour annoncer son soutien à Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, parce que pour vous, elle ne sera pas au deuxième tour, Valérie Pécresse? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que son discours, même si elle a des envolées lyriques et qu'elle se prend pour Jeanne d'Arc, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Encore une fois, elle gère la région Île-de-France avec des macronistes. Bon, et moi, je serais quand même Xavier Bertrand, donc je ne suis pas mécontent d'avoir été battu. Je crois qu'il ait été battu. Les mâchoires des électeurs LR l'ont broyé. Devrait un petit peu s'intéresser de savoir comment Valérie Pécresse a pu obtenir tant de voix. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux encartés dans la région francilienne ces dernières semaines. C'est assez curieux. Enfin, pas que, il y a eu beaucoup de nouveaux encartés dans toutes les régions. Beaucoup dans la région francilienne. Je ne sais pas si elle a procédé de la même manière que lorsqu'elle a rempli son meeting de Brive-la-Gaillarde. Je crois qu'il y a un reportage très intéressant de Mediapart sur ce qui pourrait être ces méthodes. Je vous invite à découvrir. Bon, écoutez, Mediapart nous rapporte ou affirme que les subventions de la région Île-de-France envers certaines associations ont permis les membres de ces associations de se rendre à Brive-la-Gaillarde pour applaudir. Là, on est sur un autre sujet. A priori, il n'y a pas une championne que pour certains ne connaissaient même pas. A priori, à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu de fraude. Exactement. A priori, à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu de fraude dans le scrutin d'hier qui était sécurisé. Je n'ai pas dit ça. Disons qu'il y a eu beaucoup de cartes de créer en région francilienne ces dernières semaines. C'est curieux, voilà, c'est curieux. Un dernier mot, puisqu'hier Valérie Pécresse a dit le drame pour Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est que la droite est unie. Est-ce qu'elle n'a pas raison finalement? Il faudrait qu'elle incarne la droite. Et encore une fois, Éric Ciotti a dit qu'il était le seul à présenter un projet alternatif, un projet de droite. Et je crois qu'il Quand elle dit nous sommes unis, ça concernait aussi Éric Ciotti. Qu'il a assez raison, mais pour l'instant, ce sont deux adversaires. Ce sont deux adversaires au programme et aux convictions assez différentes. Mais les convictions, ça se porte jusqu'au bout. Et j'espère qu'Éric Ciotti sera cohérent dans l'intérêt non seulement de ses électeurs, mais surtout dans l'intérêt du pays, et qu'il porte
apportera son soutien à Marine Le Pen. Oui, bonjour Stéphane Ravier. On a vu effectivement Renaud Muselier claquer la porte de son parti historique, son parti de cœur. C'est en tout cas en ces termes qu'il en parlait. Ça vous inspire quoi, ce départ de Renaud Muselier, comme cela, en claquant la porte de son parti pour justement des divergences autour de la personnalité d'Éric Ciotti? Bon, ça, Éric Ciotti, c'est un petit peu une excuse ou une occasion saisie pour Renaud Muselier enfin se rapprocher un peu plus d'Emmanuel Macron, comme l'a fait avant lui le maire de Toulon, Hubert Falco, comme l'a fait aussi le maire de Nice, Christian Estrosi. Ce sont des personnalités qui visent un Marocain, qui vise si d'aventure, si par malheur Emmanuel Macron devait être réélu dans quelques mois, bon ben ils sont là, ils sont volontaires pour rejoindre déjà de nombreux élus LR qui ont rejoint Emmanuel Macron il y a plusieurs années. Et puis Renaud Muselier ne porte plus aucune valeur, aucune conviction de ce que fut la droite autrefois. Alors je voulais pas faire l'ancien combattant, mais quand on se rappelle ce qu'a été la plateforme RPR, UDF, à la fin des années 80, et qui proposait ou qui faisait savoir que pour cette plateforme, pour ses élus, pour ses cadres, eh bien, il fallait instaurer la préférence nationale, que l'islam était incompatible avec la République. Vous voyez bien que idéologiquement, Renaud Muselier, comme tous les barons du Sud, en particulier du Sud, mais pas seulement, Valérie Pécresse et d'autres, eh bien, ont complètement glissé vers le centre, voire même vers la gauche. Donc, à la limite, c'est cohérent parce que Renaud Muselier n'est plus de droite. Il doit quand même y avoir pas mal d'électeurs de la région Provence-Côte d'Azur qui doivent se sentir une fois de plus trahis en l'occurrence par Renaud Muselier. Alors, beaucoup de questions. Tout d'abord, allons-y sur cette rencontre avec Éric Zemmour à Marseille. Est-ce que c'était improvisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. C'était pas du tout improvisé, mais il est vrai que nous ne devions pas nous retrouver tout de suite dans la cathédrale. Nous devions nous affronter à la pétanque. Il y a un petit terrain de boule juste à côté de la cathédrale. Et puisqu'il m'avait lancé un défi, un Parisien supporter du PSG qui lance un défi à la pétanque, un Marseillais supporter de l'OM à Marseille. Vous comprendrez bien que je ne pouvais pas rester comme ça, un peu une provocation, sans réagir, une véritable provocation. Et puis il a fait un temps de Parisien. Il n'a pas arrêté de pleuvoir et donc j'allais dire que nous nous sommes contentés de cette visite de la cathédrale, à l'intérieur de laquelle nous avons évoqué l'histoire de la cathédrale et les racines chrétiennes de ma si belle cité phocéenne et de notre pays. Marine Le Pen était-elle au courant de votre rendez-vous? Non, je vais pas l'informer à chaque fois que je fais une partie de pétanque ou que je visite une cathédrale, puisqu'il s'agissait d'un accueil amical. J'avais invité Éric Zemmour il y a bientôt 3 ans à Marseille, à l'occasion de la présentation de son livre, et il avait accepté. Je lui ai rendu l'amabilité, l'amitié. Voilà, c'est tout. On était quand même au-delà de la partie de pétanque, Stéphane Ravier. Éric Zemmour, c'est un adversaire pour Marine Le Pen. Il vient chez vous à Marseille. Vous ne l'informez pas. Il y avait quand même quelque chose derrière. Vous savez qu'il y avait une portée politique à la venue d'Éric Zemmour à Marseille. À ce moment-là, il n'était pas encore candidat. C'est fait désormais. Bon, on se doutait qu'il le serait. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent au deuxième tour et qui, j'allais dire déjà, préparent le rassemblement des électeurs. Alors, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce sera peut-être difficile de se voir, en tout cas pas tout de suite, puisqu'ils sont désormais concurrents, voire adversaires. Mais moi, je pense aux électeurs. Et je n'attaque pas Éric Zemmour. Moi, je parle de ma candidate. Je pense que le mieux dans une campagne électorale, plutôt que de critiquer les autres, il faut critiquer le bilan d'Emmanuel Macron. On peut débattre aussi avec les autres candidats. Et votre candidate, ça reste Marine Le Pen? Moi, je pense qu'il faut surtout parler de notre candidate, de son programme, plutôt que de s'attaquer à l'autre. Parce qu'au soir du premier tour, il faudra rassembler tous les électeurs de Marine Le Pen, qui sera arrivée, je l'espère, en tête, ou au pire deuxième, et les électeurs d'Éric Zemmour. On se ressemble beaucoup, donc il ne faut pas se tromper d'adversaire. Au soir du premier tour, ça veut dire pas avant? Vous ne croyez pas à un rassemblement avant le premier tour entre Éric Zemmour et Marine Le Pen? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que vous le souhaitez? Moi, j'ai pas de conseils à donner ni à l'une ni à l'autre, mais je connais beaucoup de monde, moi, chez les électeurs potentiels d'Éric Zemmour, et je fais en sorte de leur faire savoir qu'au soir
du premier tour, il ne faudra pas se tromper. Et qu'il ne faudra pas... mais avant ça, il faut surtout éviter comme dirait le président de la République, les chicayas. Mais donc il n'y a pas de discussion avant. Nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. Il n'y a pas de discussion avant. Pour vous, Éric Zemmour, c'est un adversaire? Écoutez, moi j'ai entendu Éric Zemmour à la sortie de la cathédrale qui a fait savoir qu'il serait candidat, qu'il ne se rangerait derrière personne. C'est son droit, c'est son choix, mais il ne sera pas propriétaire de ses voix au soir du premier tour. Donc moi je fais en sorte que les électeurs justement se rappellent qu'il y aura une candidate de la famille nationale qui est aujourd'hui encore déjà la mieux placée pour battre Emmanuel Macron et qu'il faudra donc s'unir, se rassembler jusqu'au dernier. On vous dit, isolé dans le parti, que vous n'êtes plus dans les petits papiers de Marine Le Pen. Vous n'avez pas eu une tentation avec Zemmour de quitter le RN pour aller vers le polémiste? Non, je crois pas être écarté. Une semaine avant la visite d'Éric Zemmour, mouvementé à Marseille, et permettez-moi de dénoncer ce véritable scandale qui a voulu que les antifas, effectivement, fassent régner la terreur et créer le chaos à Marseille, empêchant Éric Zemmour de se déplacer. Je dis Éric Zemmour, mais ça serait pour n'importe quel autre candidat. Ça serait Emmanuel Macron, Mélenchon, qui vous voulez. Un candidat en campagne en France, et en l'occurrence à Marseille, doit pouvoir s'exprimer. Normalement, ça n'a pas été le cas parce que des militants d'extrême gauche Ma question était sur votre place au parti. Votre place au parti RN. Vous me répondez sur cette mobilisation. Et donc je réponds. Vous n'êtes pas isolé au RN. Et donc il y a une semaine, j'ai accueilli Marine Le Pen à Marseille et je l'ai accompagnée pendant 48 heures. Alors ça n'a pas du tout été la même ambiance. Un accueil de la part des Marseillais on ne peut plus chaleureux, et j'ai fait partie de cette campagne, j'ai fait partie de ce week-end militant, parce que la campagne de Marine Le Pen, c'est ça là, elle est militante, elle est sur le terrain, elle rencontre les Français, et je suis avec elle aujourd'hui, je le serai encore demain. Et justement, on va retourner à Marseille, retrouver Guilhem Ricavi, puisque Guilhem a une question pour vous à ce propos. Oui, moi j'ai une question. On parle des électeurs du Rassemblement national, des électeurs potentiels d'Éric Zemmour. Au fond, ce sont presque les mêmes, non, Stéphane Ravier? Oui, une partie, j'en connais quelques-uns, et puis il y en a d'autres, il y a les abstentionnistes qui justement ne votaient plus depuis longtemps et qui voient en Éric Zemmour un nouveau candidat qui ne fait pas partie du sérail, qui n'a pas de bilan politique. Mais justement, est-ce qu'il ne risque pas, pardon pour l'expression, mais de ringardiser Marine Le Pen, qui en est elle à sa troisième candidature, qui n'y arrive pas? Manifestement, au vu des sondages et au vu de l'accueil qu'elle reçoit, et en particulier à Marseille et partout en France, elle était à Vesoul il y a quelque temps, l'accueil a été formidable. Il n'y a pas de risque d'affaiblissement, ne serait-ce qu'en abaissant le seuil de qualification? Est-ce qu'il ne risque pas de permettre aux candidats des Républicains d'être au second tour, justement? Encore une fois, alors les sondages ne sont que des sondages, mais aujourd'hui, que ce soit... Mais là, il y a une division des électeurs de votre camp. Guilhem a raison, ce sont les mêmes. Éric Ciotti, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'elle remonte dans les sondages, elle atteint les 20%, donc elle est bien au-delà des 16-17 qui pourrait être le score nécessaire pour être qualifiée au second tour. Elle reprend, j'allais dire, du poil de la bête, parce que elle est dans la réalité des Français, elle est dans la réalité de la crise migratoire en réalité qui dure depuis tant d'années. Elle a fait d'ailleurs des propositions en cette matière chiffrée. Elle est dans la réalité fiscale des Français, elle est dans la réalité de la sécurité des Français, alors que d'autres se contentent de grands meetings, de déclarations sur les plateaux. En parlant de grand meeting, c'est ça qui fait la différence. En parlant de grand meeting, il y a un grand meeting d'Éric Zemmour dimanche. Vous n'irez pas? Non, dimanche, je serai dans les Bouches-du-Rhône et j'arpenterai mon département, visitant les marchés de Noël des différentes communes. Vous avez envisagé d'y aller à un moment? Un vrai régal. Non, sincèrement, non. Il n'y a pas eu un revirement, selon vous, avec un début de campagne raté pour Éric Zemmour qui vous aurait fait un peu changer d'avis sur lui? Non, pas du tout. Moi, encore une fois, j'ai une amitié pour Éric Zemmour parce que, vous savez, tant qu'il était sur une chaîne concurrente et qu'il confirmait nos analyses, nos propositions, nos solutions, nous avons tous dit Éric Zemmour, bravo. Je ne vais pas aujourd'hui dire Éric Zemmour, salaud. C'est un concurrent, mais pour moi, c'est pas une agression, c'est une émulation. Ça doit nous conduire à être meilleurs. Eh bien, on sera meilleur, Marine Le Pen sera meilleure. Oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines déjà, ces agents étaient en colère sur leurs conditions de
de travail, eh bien, ils remettent le couvert et de nouveau, eh bien, la grève redémarre, empêchant la collecte des déchets, notamment, par exemple, dans le 11e arrondissement. Les relations sont tendues, c'est le moins que l'on puisse dire, entre ces agents et l'autorité organisatrice de cette collecte, la métropole d'Aix-Marseille. Un mot sur ce sujet, Stéphane Ravier. C'est insupportable. C'est insupportable. Là, la grève, je crois qu'elle est reconduite par la CGT seulement, me semble-t-il. Monsieur Ricavi, je crois pas que FO, qui est le syndicat majoritaire à Marseille et qui mène la danse, qui est plus que majoritaire au sein de ceux qui s'occupent de la collecte, n'est pas de retour dans la grève. Mais c'est insupportable, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? C'est un métier difficile, certes, mais il y en a d'autres. Et ils ne paralysent pas Marseille, ils ne salissent pas Marseille. Non, les Marseillais n'ont vraiment pas besoin de ça. Oui, Emmanuel Macron qui ne cesse de montrer son intérêt pour Marseille et qui place sans doute Marseille au cœur de son combat de la campagne de la présidentielle. Il était venu en septembre, il est revenu en octobre et il poursuit comme cela, effectivement, la mise à disposition de fonds, de moyens pour son plan Marseille en grand, qui est, comme on l'a déjà dit, multimodal, les écoles, les transports et un tas d'autres thématiques qui lui semblent importantes dans une ville très en retard dans bien des domaines. C'est ce qu'il avait dit lors de sa première venue. Oui, Emmanuel Macron aura attendu septembre 2021 pour venir à Marseille, donc à la fin de son mandat. Vous me direz qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais à condition qu'il fasse. Parce qu'aujourd'hui, nous en sommes encore aux promesses. Alors moi, je le comprends quelque part, parce que donner tant d'argent, en tout cas cet argent annoncé, à une équipe, finalement, ou à un personnel politique qui est à la tête de la ville depuis 25 ans et dont on voit les résultats calamiteux, catastrophique dans tous les domaines. Là, c'est plus le même, du coup. Je comprends qu'Emmanuel Macron se dise, oh là là, je vais pas... La majorité a quand même changé depuis. La majorité a changé, mais on voit bien qu'elle est complètement, perdue, qu'elle ne s'attendait pas à gagner, qu'elle ne sait pas trop où elle va, qu'elle est surtout dans l'idéologie, parce que Benoît Payan, dont on connaît l'élection, les conditions d'élection, un tour de passe-passe qui n'a pas réconcilié les Marseillais avec la politique, eh bien c'est une majorité de gauche, d'extrême gauche, d'idéologues qui n'est pas du tout dans la réalité des besoins de Marseille et des Marseillais. Alors Emmanuel Macron, il promet beaucoup, il promet des prêts, pas seulement, c'est pas de l'argent frais, des prêts, et je crains que ça ne suffise pas à Marseille parce qu'on ne s'attaque pas au problème numéro 1 de cette ville, qui est le déferlement migratoire.